Et c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Eh bien, un grand merci à Philippe de nous rejoindre ce soir pour nous présenter et nous parler de son école. Donc, voilà, je vais te laisser la parole, la main, et ensuite, on va profiter de cette heure qui vient pour échanger sur ta vision, sur ta pratique, sur tout ce que tu vas pouvoir nous dire pendant cette heure. Très bien. Alors, je vais d'abord me présenter. Ouais. Je m'appelle Philippe Boutelet. Je suis pratiquant d'une école japonaise qui s'appelle la Takedaryu, donc qui existe dans différentes déclinaisons en Europe et au Japon. Donc, je représente l'un des courants qui s'appelle la Takedaryu Kobilza, puisque c'est mon professeur. Et je pratique différents arts martiaux, puisque un ryu, par définition, c'est une école. Et dans cette école, on pratique différentes formes d'arts martiaux. Donc, les différentes disciplines sont les plus connues, c'est l'aikijutsu. Ensuite, il y a du iaido, du kenjutsu ou sobukendo, qu'on appelle aussi, selon le type de pratique. Il y a du jodo et shoenkenjutsu. Voilà. J'oublie encore une discipline qui est le kempo, du kempo, puisque c'est une forme souple de travail pied-point. D'accord. Et du coup, alors, c'est bon, quand on a échangé un petit peu, tu m'as parlé de l'aïkido, là tu parles Ouais, d'aikijutsu. voilà. Voilà, peut-être. Alors, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est toujours un peu la question. Alors, pour moi, c'est juste de la sémantique, c'est-à-dire que tel qu'on le définit, nous, dans l'école, on appelle ça Aikido aussi, mhm, parce que c'est un chemin, c'est une voie, et donc sur le plan sémantique et pas sur le plan de l'art. Donc, la technique, c'est l'aikijutsu. Et l'objectif ou la finalité pour laquelle on le pratique, ben, c'est un do, donc c'est une voie comme la plupart des budo que l'on pratique actuellement. On n'est plus dans l'ère guerrier de, de pouvoir éventuellement se débarrasser d'autrui parce qu'on a des conquêtes de territoire à effectuer, peut-être plus tard, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je ne le souhaite pas non plus. Je ne pense pas que l'aiki-jutsu soit très efficace dans cette démarche-là qui arrive. Donc, voilà. Comme D'accord. le yaijutsu, donc je ne pense pas que ce soit d'actualité. Mais par contre, l'ensemble de ces disciplines, on appelle ça au sein de l'école Takeda Budo et surtout Takeda Sobudo, puisque l'idée de finale, c'est quand même d'arriver à assembler toutes ces disciplines en une seule qu'on appelle Sobudo, donc l'ensemble des arts martiaux de l'école Takeda. D'accord. Et toutes ces disciplines sont enseignées dès le départ, ou il y a une progressivité par rapport aux disciplines enseignées, ou est-ce qu'on peut en apprendre quelques-unes et pas les autres, ou voilà, Ouais. comment. Alors, bon, la plupart des élèves en général viennent avec une idée en tête, c'est soit faire du sabre, soit faire du bâton, ou éventuellement faire des disciplines à main nue. Et très souvent, ils ressortent avec plusieurs idées la plupart du temps, parce que ceux qui arrivent avec le sabre ben, se disent je veux faire du sabre, je veux pratiquer le sabre, et du coup ils pratiquent le sabre, puis tout doucement ils se mettent à la pratique à main nue. Et inversement, ceux qui pratiquent la main nue en disant moi les armes c'est compliqué pour moi, j'apprécie pas trop, se retrouvent très rapidement à pratiquer le sabre et le bâton. Donc l'idée c'est d'arriver à l'ensemble de ces disciplines, sachant qu'on aborde d'abord trois principales disciplines qui sont l'aïkido, le iaido et le jodo. Donc, ce sont vraiment les trois disciplines principales. Et puis, une fois qu'on a abordé ces trois disciplines, ensuite, on aborde les suivantes. D'accord. Voilà. Et chose intéressante parce que l'aïkido, par exemple, alors on va Mm. dire l'aïkido de Maître Ueshiba. Quand on entend les enseignants, et voilà, moi le premier, j'ai été longtemps à dire que l'aïkido était particulière parce que toutes les techniques faisaient corps, contiennent un sabre, un jo, et je suis tombé un jour sur un livre de Yagyu Shingan-ryu où leur kata était expliqué de la même façon à main nue, au sabre, au shuriken, voilà, et ça a été voilà, un peu mon premier plongeon dans les écoles traditionnelles. Et est-ce qu'avec toutes ces disciplines dans l'école, pareil, il y a un principe de corps, il y a une façon d'utiliser les mouvements qui reviennent, quelle que soit l'arme? C'est le fondamental, je pense, de l'école. C'est-à-dire que tout ce que l'on apprend dans une discipline, en fin de compte, vient se repositionner automatiquement dans les disciplines, dans les autres disciplines. La plupart des mouvements de déplacement ou de posture, posturaux, sont quasiment les mêmes. Mhm. Les stratégies sont quasiment les mêmes aussi.
Il y a juste la notion de distance qui change. La notion aussi, bon, certaines saisies, par exemple, on ne peut pas saisir la lame d'un sabre, alors qu'on peut se le Oui. permettre avec avec un bâton plus facilement. Mais les fondamentaux sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à développer un petit peu euh, la perception et les techniques, l'apprentissage dans une discipline, sans s'en rendre compte, on est déjà en train d'apprendre les autres disciplines. Et ce qui est D'accord. intéressant, c'est de faire le lien justement entre toutes ces disciplines et de se rendre compte que lorsqu'on progresse dans une discipline, c'est toujours quelque chose qui nous fait progresser aussi dans l'autre discipline. Et donc l'idée, c'est de faire tout le temps des ponts entre chaque discipline pour arriver à progresser de façon simultanée presque sur l'ensemble des différents arts, puisqu'on on peut parler d'arts différents. Mais en même temps, cette progression nous permet d'avoir une meilleure perception des choses. Une attaque, je pense notamment aux attaques habituelles de l'aïkido, hein, qui sont quasiment toutes dérivées du sabre, et souvent on ne pense pas aux saisies, qui elles aussi sont dérivées du sabre. Et j'expliquais à quelques-uns de mes élèves, que je vois de temps en temps, euh, que les saisies sont complètement différentes si on saisit un sabre que lorsqu'on saisit sans faire attention à un poignet ou un bras. Et donc, la façon de tenir le sabre change complètement et modifie la saisie de l'autre. Et ça change aussi la façon de travailler. Donc, c'est beaucoup plus complexe de pouvoir se dégager un poignet quand quelqu'un a l'habitude de saisir un sabre que lorsque quelqu'un saisit un petit peu les mains vers le ciel. Et donc, il y a juste à se gratter le nez pour qu'on puisse faire un dégagement sans problème. Ouais, c'est ça. Alors, on reviendra parce que du coup, j'ai quelques questions sur cette idée un peu de transversalité entre les différentes disciplines. Pour finir la présentation un peu formelle de l'école, euh, la Takedaryu, c'est un style, alors c'est une lignée particulière donc de Kobilza Sensei. Euh, et du coup, est-ce que son apport a modifié quelque chose? Voilà, comment ça se passe par rapport à la lignée Takeda? Comment ça s'est décidé? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y ait une lignée propre en Europe qui se soit créée et qui ait vu le jour? Alors, c'est toujours un peu des histoires très complexes. La lignée originelle, en fin de compte, c'est la lignée qui est faite, qui date quasiment, qui remonte au siècle précédent. Mais quand je dis au siècle précédent, ça s'arrête quasiment dans les années 50, 60. Mhm. D'accord? Et c'est Oba Ishio, qui était vraiment l'héritier un peu de l'école. Il faut savoir que c'est une école qui s'est ouverte à l'Occident, aux Occidentaux, quasiment que dans les années 80, fin des années 80. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez récent pour nous occidentaux. Mais au Japon, donc la transmission s'est faite de Obashio vers un de ses élèves à sa mort. Donc il y a eu plusieurs personnes qui auraient pu reprendre le flambeau, et puis un de ses élèves a vraiment voulu continuer l'école, et il ne pouvait pas utiliser le terme takedaru parce qu'il n'était pas détenteur D'accord. voilà, officiel, on va dire, de l'école, mais c'était l'un des élèves les plus proches de Oba Ishio. Donc c'était un de ses ushideshi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, pour pouvoir sauver cette école, c'est Hisashi Nakamura, qui a créé son propre style qui s'appelle Nakamura A, et qui a vraiment essayé d'ouvrir cette école du Japon vers l'Occident. Et je crois que ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous, en tout cas, parce que Ouais. s'il n'avait pas fait cette démarche-là, on n'aurait jamais pu connaître l'école. Il faut savoir que c'est une école qui, si on remonte un peu l'historique, alors je mets toujours ça avec beaucoup de modération, mais euh, elle daterait du XIIe siècle. Elle est issue d'une famille connue qui s'appelle la famille Takeda, qui est un clan connu, qui a été un petit peu euh, altéré, c'est-à-dire bon, il y a eu des conflits pendant la Sengoku Jedi, hein, donc juste avant l'ère Edo, et que ce courant-là, ce clan-là a été, on va dire, un petit peu supprimé du schéma, du tableau habituel. Il a perdu les batailles, à son grand regret. Et, euh, et c'est
c'est pas ce courant, en fin de compte, c'est voilà, c'est le courant Nobutora, donc c'était le père de Takeda Shingen, qui a préservé à travers ses maîtres d'armes le courant de la Takeda dont on est héritier actuellement. Donc ça, c'est la version historique de l'école officielle. Donc ça fait partie des Koryu, donc des écoles anciennes, qui sont voilà, par rapport aux Shinryu, hein, qui sont des écoles assez récentes. Donc, il y a tout un historique et ça a traversé l'histoire on retrouve un peu l'historique jusqu'à l'époque Meiji, donc l'ère Meiji, où il y avait pas mal de conflits au Japon entre le courant qui était promoteur de l'empereur et puis un courant qui était pro-shogunal, qui était plutôt isolationniste. Donc, il y avait un courant qui était euh, en train d'essayer de moderniser le Japon et d'avoir une armée de conscription, et puis un courant qui était beaucoup plus pour préserver l'isolation du Japon. Voilà. Donc il y a eu plusieurs groupes un petit peu, on va dire des petites sectes qui étaient là pour essayer d'influencer la politique locale. On appelle ça des partis, hein, en France. Au Japon, ils gardaient un peu cette idée de secte. Et donc désolé pour ceux qui sont en France et qui pourraient le prendre mal, mais voilà. Donc, et ces groupes qui étaient un petit peu des groupes plus ou moins armés et secrets, qui avaient une influence sur le plan politique, l'un de ces groupes rassemblait beaucoup d'hommes d'armes, et notamment des maîtres d'armes. Et l'attaqué Dairyu, en tout cas les maîtres de l'attaqué Dairyu, étaient intégrés dans ce genre de groupe, hein, qu'on appelait Ganyosha. Donc voilà. Donc c'était vraiment une période un peu compliquée. Et donc l'héritage s'est transmis un petit peu à travers ça. Euh, et nous est arrivé, heureusement, différemment, hein, c'est-à-dire après Obaishio, qui faisait encore partie de ce groupe-là, je pense. Mais il y a eu un peu la période de paix. Euh, il y a eu une transmission qui s'est faite après, dans les années 50-70, à Nakamura, et il a vraiment modernisé l'enseignement, et je pense qu'il a vraiment voulu faire quelque chose qui était plus moderne, tout en respectant ce qu'il avait appris de cette école. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que l'enseignement est arrivé en Europe et ensuite. Voilà. Donc ensuite, il y a eu principalement deux protagonistes à l'époque, donc étaient, en tout cas pour le développement en Europe. Donc ça a été en France, c'était quelqu'un qui s'appelait Roland Maroto, je sais pas, Mhm. voilà, tout le monde connaît. Et une autre personne qui était en Autriche, qui était à l'époque 5e dan de Nihon Jiu-Jitsu, donc qui était aussi en contact via l'IMAF avec Sugino Sensei, avec d'autres personnes. Et Minoru Mochizuki, à l'époque, Nakamura avait rejoint l'IMAF aussi, donc ils ont fait connaissance comme ça. Et je pense qu'ils se sont intéressés, en tout cas, il s'est intéressé, Kobilza Sensei s'est intéressé à, à cet art et à cette école. Et donc, du coup, il a demandé à Soke Hisashi Nakamura s'il pouvait participer, intégrer l'école, apprendre de cette école, etc. Voilà. Donc, il faut savoir que, juste dans l'historique, je crois que je ne dis pas trop de bêtises, je pense que c'est dans les années 88, à peu près fin des années 80. Donc, il y avait Maroto. Maroto est resté de 88 ou 89 jusqu'à 96. Mhm. Voilà, au sein de ce qu'on appelle l'école japonaise. Et Kobilza était représentant quasiment de la période-là jusqu'en 2006, D'accord. hein, de l'école Ouais. japonaise en Europe. D'accord. Et du coup, il y a pas mal de choses intéressantes qui ressortent. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est grâce à une ouverture sur l'Occident un peu que l'école a pu, en tous les cas, survivre ou se développer euh, dans les années 80. Et est-ce que le système est resté traditionnel des Koryu, alors de par et la façon d'enseigner et la façon un petit peu de transmettre, alors je ne vais pas parler d'examen ou de passage de grade, mais c'est vrai qu'entre les Koryu et les Shin, c'est nouveau et le système d'évaluation, d'apprentissage, d'enseignement est complètement différent. Est-ce qu'il y a eu, on va dire,
une transition ou est-ce qu'il y a eu un changement au moment de cette ouverture qui s'est réalisée? Et aujourd'hui, est-ce que l'école garde ce côté très traditionnel dans sa façon d'être ou s'est ouverte? Je pense qu'il y a. Alors, c'est un peu paradoxal dans cette école parce que je crois qu'on a gardé deux systèmes, en fin de compte, qui est le système des Menkyo. Mhm. Voilà, donc c'était en fin de compte le système qui existait avant, on va dire, Kano. Oui, c'est Dans ça, Kano, donc exactement. voilà, tout simplement. Exactement. Donc, qui était un système basé sur l'enseignement de maître à élève. Et donc, la reconnaissance, le Menkyo, en fin de compte, c'était surtout la reconnaissance de la capacité d'un de ses élèves et de la transmission, aussi de cette capacité à transmettre son savoir. Donc, voilà, donc il y a le système des Menkyo qui est vraiment lié à l'enseignement, c'est-à-dire que ce sont des capacités d'enseignement qui sont restées vraiment dans ce système-là. Et il y a ce qu'on appelle le système Dan, Kyudan, donc, Mhm. qui est le système pour apprendre, qui est basé sur un programme voilà, qui a été modernisé, bien sûr. Et donc, du coup, on retrouve un programme pédagogique euh, qui a été adapté. Donc, faut savoir aussi que euh, ce programme a été vraiment fortement construit, en tout cas aussi bien au Japon qu'en Europe, par les professeurs au gradé de l'école qui assistaient euh, Hisashi Nakamura. Et ce qui est intéressant, c'est que Siegfried Kogilza a vraiment essayé euh, comment dire, de synthétiser tout ça, de le mettre sur papier, de le mettre sous forme de livre. Et en fin de compte, ça a été vraiment un livre-programme qui rassemblait l'ensemble des disciplines avec un programme assez détaillé, ce qui n'existait pas jusque-là. Voilà. D'accord. Oui, un petit peu comme on dit, quand on parle de transmission et d'enseignement, on oppose souvent la façon japonaise à la façon occidentale et qui est plus systématique, détaillée, où on donne des Ouais. détails. Alors voilà, est-ce que dans cette école traditionnelle, dans l'enseignement, il y a une façon d'enseigner. Alors, on en a parlé et c'est là où je vais arriver un petit peu sur la façon justement dont tu participes à l'enseignement. Mais est-ce qu'alors, déjà, au niveau de l'école, il y a une façon aujourd'hui d'enseigner systématique. Voilà, c'est telle technique, telle façon, avec les détails identiques pour conserver un savoir. Ou au contraire, est-ce que c'est plus des principes un peu généraux ou les deux? Alors, c'est ça qui est intéressant. Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux dans le sens où c'est vrai que la façon d'apprendre au Japon, en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était même en Europe, hein, je trouve que c'était beaucoup basé sur l'imitation. Voilà, donc l'imitation, c'était Midori Gaiko, hein, c'est on regarde et puis on essaye de faire pareil. Et l'expérimentation, ben, c'est on voit ce qui se passe, on verra bien, etc. Bon. Et il y avait tout un apprentissage qui se faisait sous cette forme-là. Et la difficulté principale, c'est que l'esprit occidental n'est pas vraiment très bien formé pour ce genre de procédure, parce qu'on a toujours un peu un regard critique, notamment en France, hein, je pense, mais aussi dans d'autres pays, qui est que ben, on remet toujours un peu en cause le système et puis on essaie de voir pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, etc. Donc je pense qu'il y a il y a un peu les deux. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, c'est un, c'est un peu comme de l'archéologie des arts martiaux, c'est-à-dire qu'on est là, on nous a transmis quelque chose et on essaie de comprendre vraiment la façon dont ça peut fonctionner. Et je crois que c'est important à la fois d'avoir un esprit, ben, on est dans l'imitation au départ, donc on est vraiment dans cette procédure d'imitation, puis après, très rapidement, on se pose la question de comment cette technique ou cette façon de travailler peut fonctionner. Et ensuite, on essaie de voir ce qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et là, on aboutit à une conclusion qui est, on se rend compte que la plupart du temps, ce sont des principes fondamentaux. Voilà. Et que sans la compréhension de ces principes fondamentaux, que ce soit au sabre, au bâton, à main nue, etc., on ne peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois comprendre ce que l'on pratique et on ne peut pas l'améliorer. C'est-à-dire que du coup, bah, quand on n'améliore pas quelque chose avec le temps, on perd quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'on perd le principe, on perd le fondamental de l'école, et du coup, à la fin, ça se dégrade. Et ce qu'on récupère d'une école, bah, c'est juste les ruines de l'école. Alors, ça, c'est très intéressant. Et souvent, ça renvoyait à une notion. Alors,
Tu parlais du système des Menkyo. Il y a Ouais. une chose qui m'a toujours passionné voilà, dans ça, c'est que quand on parle du Menkyo Kaiden, qui est souvent le diplôme, quels que soient les koryu, le plus élevé, Mhm. qui souvent on parle de la transmission totale de l'école, c'est aussi le diplôme qui autorise celui qui le possède on va dire, développer sa propre sensibilité de l'école tout en conservant le nom de l'école. Et ça, c'est souvent la partie qui est oubliée à ce niveau-là. Les gens s'arrêtent sur le fait de connaître l'école. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint cette idée que le savoir doit rester vivant pour se perpétuer. Ouais. Alors qu'on voudrait voilà, standardiser les choses et dire c'est ça. Et c'est un bloc qui bouge plus. Et donc ça, c'est, on va dire, assez nouveau et finalement assez ancien comme vision des choses. Je pense que on n'a rien inventé d'extraordinaire, hormis de faire progresser chaque connaissance et d'améliorer chaque connaissance qu'on a reçue, et ça depuis très très longtemps, je crois, il me semble. Alors, quelquefois, on peut l'utiliser de façon très bénéfique, et puis d'autres fois, ça peut être un peu moins bénéfique pour l'ensemble de la population, on va dire. Mais Ouais, le principe fondamental est le même, c'est-à-dire que dans les arts martiaux, on nous a transmis tout un savoir, et l'idée, c'est de pouvoir conserver ce savoir. Et une école, c'est vivant par définition. Je pense que ça ne peut être que vivant. C'est comme la langue morte et la langue vivante, c'est celle qu'on utilise. Et, euh, et je crois qu'il y a cette idée à la fois de préserver l'école, de restaurer l'école et de la rendre vivante. Donc ça, c'est mhm, plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on doit respecter notre école. Et on est vraiment, et je pense que c'est vraiment, je pense que Soke Nakamura a transmis quelque chose à Siegfried Kobilza, et Siegfried a voulu préserver aussi ce qu'il a reçu de Soke Nakamura. Et je pense qu'il a non seulement voulu le conserver, mais en plus essayer de l'améliorer pour ne pas perdre les choses au fur et à mesure. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment cette notion-là, sans les transformer, sans les dénaturer. Et ça aussi, c'est compliqué, de ne pas c'est ça. dénaturer quelque chose. Parce que pour dénaturer quelque chose, ben, soit on perd l'essence de la fleur, hein, c'est une fleur magnifique qu'on nous a offert, une rose, et si on la laisse sécher, ben, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien d'ailleurs. Et puis on a juste la forme figée de la fleur. Donc on reconnaît la forme, on sait que c'est la forme, mais on a perdu toutes les sensations qu'il y avait autour. Voilà. Et je crois que la transmission des arts martiaux, c'est d'abord de la sensation. Mhm. C'est donc, sur mon autre métier, on va dire. Euh, euh, voilà, je suis psychomotricien, donc il y a aussi tout est basé sur la perception du corps et sur la sensation. D'accord? Et c'est ce qui nous permet de développer les connaissances. Voilà, donc on a besoin de ça, et pour pouvoir développer ces sensations-là, tant qu'on est vivant, on peut le faire. Puis une fois qu'on a fini de vivre, on n'est plus en capacité de le faire, théoriquement. Pratiquement, je pense aussi. Ou en tout cas, clairement plus de la même façon. Voilà. Mais Voilà. Euh, et donc l'idée, c'est ça. Et donc je pense préserver une école vivante, hein, c'est aussi notre devoir. Et donc ça se fait à travers cette notion de Menkyo, de transmission. Et c'est intéressant parce que euh, la transmission dans les Menkyo se fait de personne à personne directement. C'est-à-dire que c'est à la fois, bien sûr, tout un panel de connaissances qu'il faut avoir, mais c'est aussi une relation avec son professeur, c'est une relation de confiance aussi qui se développe. Et puis, c'est à un moment donné, je te confie quelque chose que tu vas transmettre. Voilà. c'est ça. Je te confie mon savoir que tu as aussi développé en toi, que tu vas peut-être améliorer plus tard, mais tu vas transmettre cette notion-là. Et ça, c'est intéressant de transmettre parce que beaucoup aujourd'hui, quand ils deviennent enseignants, alors bon, pas forcément avec un système Menkyo ou avec enfin, d'autres styles de diplôme ou de certificat d'enseignement, oublient le côté transmission et préservation pour passer directement au côté je développe ma propre Mm. façon de faire. Et c'est là où souvent dans les écoles traditionnelles, on a quand même encore cet héritage qu'on veut préserver avec une lignée fixe et avec quelque chose qu'on a reçu, qu'on peut, comme tu le dis, faire évoluer. Par contre, on doit conserver le socle et les principes et les techniques qui forment ce socle. Donc, est-ce qu'il y a une progression? Est-ce que on entend souvent parler
on va dire des progressions Shu, A et Ri aussi dans les arts martiaux. Est-ce que dans l'école Takeda, il y a des références un petit peu à ces niveaux de développement de la personne? Parce que là, on est plus sur les développements de la personne qui va copier, qui va ingérer l'école telle qu'elle est, et ensuite, voilà, faire peut-être un peu plus son chemin. Les principes fondamentaux sont là. Donc, c'est-à-dire, Shuari, c'est vraiment. Alors, c'est assez intéressant parce que j'étais en train d'écrire un petit article dessus Ah, parfait, ça. juste avant. Donc, c'était. Voilà. La différence entre Shingitai et Shuari. Souvent, j'entends parler de deux notions qui sont Shingitai et Shuari. Et souvent, les gens posent le postulat Shingitai, c'est l'esprit, Gi, c'est la technique, Tai, c'est le corps. Et donc, c'est un peu un triptyque sur lequel on cherche à améliorer son développement personnel et ça se renforce automatiquement en prenant ces 3 points-là et en développant ces 3 points, ils se renforcent mutuellement. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de base. Voilà. Et souvent, je dis que pour moi, il y a Shin, Shin et Shin parce que c'est juste, tout est lié à ça. Alors, et souvent, on a tendance à dire Shin, c'est le plus important, donc il faut équilibrer les trois. Mais pour moi, ils ne peuvent que s'équilibrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Un enfant peut développer ses connaissances et son esprit qu'à partir du moment où il a déjà des sensations, qui est en train de progresser sur le plan moteur, etc., qui est en train de capturer toutes les informations qui lui sont données de l'extérieur. Il va se structurer comme ça. Et bien sûr, pour y accéder un peu plus loin, pour aller un peu plus loin, il est obligé de se mettre à marcher, de pouvoir attraper des objets, etc. Donc, on voit bien que le corps est présent. On voit bien que la technique de préhension pour acquérir des connaissances, après, c'est la lecture, l'écriture, etc. Le cuisinier, ça va être manipuler un couteau, se développe. Et en même temps, l'esprit s'améliore, c'est-à-dire que tout ça, en fin de compte, cohabite. Je ne dirais pas cohabite. Pour moi, c'est juste la même chose, c'est juste nous. Donc c'est beaucoup plus simple, fonctionnent en même temps et se développent de façon mutuelle et se renforcent mutuellement. Et ça, c'est juste je dirais, les ingrédients fondamentaux qui nous constituent et qui sont présents dans tout pratiquant, c'est-à-dire que la personne soit pratiquante débutante ou qu'elle soit déjà experte, bien grand mot, mais voilà. Le Shingita est dans chaque personne, c'est-à-dire que ces aspects-là existent chez toutes les personnes, sauf qu'il y a une vision qui est un peu dispersée quand on débute, on a du mal un peu à canaliser tout ça, et puis en même temps, au fur et à mesure qu'on s'améliore, on commence à recentrer tout ça vers nous et on arrive à les utiliser de façon beaucoup plus adaptée. Alors que Shuari, c'est vraiment un processus d'apprentissage. C'est vraiment la manière d'apprendre et qui pour moi est un processus un peu immuable, c'est-à-dire que comme le développement de l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Et ces étapes-là, on peut pas les court-circuiter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des raccourcis et ça demande de la patience. C'est-à-dire que pour avoir le physique d'un homme de 50 ans ou de 60 ans, il faut attendre 50 ans ou 60 ans la plupart du temps, sauf une maladie qui vient perturber les choses, mais la plupart du temps, c'est le temps qui fait le travail et l'investissement qu'on y met durant ce temps. Donc, je crois que Shuari, c'est vraiment ces étapes-là à la fois de développement de soi, mais c'est surtout le processus qui nous permet de se développer dans le budo, de nous développer personnellement dans le budo. Donc, on est là-dedans à part entière. Alors, ce n'est pas dit directement aux élèves, je crois qu'il y a des élèves qui l'entendent, mais c'est tout doucement les amener vers cette réflexion. Ce n'est pas leur donner tout de suite tout sur un plateau, mais les amener à cette réflexion personnelle qui fait qu'au fur et à mesure, ils vont progresser au fur et à mesure de leur progrès ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils ne savaient pas faire, qu'ils savent mieux faire. Puis une fois qu'ils savent mieux les faire, ils vont pouvoir se libérer de certaines choses, et ainsi de suite. Voilà. Et on arrive dans une progression et dans une compréhension aussi. C'est-à-dire qu'il il y a des choses qu'on fait au départ et on n'est pas en capacité de comprendre tous les détails d'une technique. Et souvent, à focaliser, l'enseignant d'ailleurs va focaliser en disant mais il faut que tu comprennes ci, ça, etc. Mais quand l'étudiant n'est pas prêt à pouvoir assimiler tout ça, c'est impossible pour lui. Donc, parce que il n'en est pas là de son développement. Et je crois que c'est vraiment respecter aussi un bon enseignant. L'idée de l'enseignement, pour moi, c'est de respecter aussi le niveau de développement de l'élève ou de l'étudiant ou du pratiquant pour qu'il puisse vraiment progresser de façon fluide, avoir plus de fluidité dans sa progression et pas être en souffrance de je ne comprends pas, j'y arrive pas, ça ne marche pas, etc. Mais ça, alors, ça, c'est un thème que moi, j'apprécie énormément en tant que, alors, à la fois
enseignant, on va dire, d'arts martiaux et à côté, d'un point de vue professionnel, justement, ce côté amener ce qu'il faudrait à la personne au moment où il en est. Mais c'est quelque chose qui est très complexe parce que ça demande de connaître les outils qu'on a à la perfection et de bien les choisir par rapport à là où la personne en est, par rapport voilà, à son développement. Alors, on peut dire psychocorporel pour lier le tout. Et du coup, est-ce que l'enseignement un petit peu de la Takedaryu va permettre d'avoir, on va dire, ces apports différents? Et là, je vais en venir à une discussion un petit peu qu'on a eue, où justement, par rapport aux questions qu'on peut te poser quand tu enseignes, euh, tu m'as fait la remarque que la première chose, c'est que tu dis, bah, montrez-moi. Et du coup, tu pars effectivement de là où en est la personne pour apporter tes réponses. Donc, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça Oui, je crois que alors, dans toute ma pratique, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans le budo, qu'elle soit voilà, je pars toujours du même principe, c'est que quand on veut travailler avec une personne, il faut d'abord connaître la personne et partir de là où la personne est. C'est comme quand vous voulez partir avec votre grand-mère en voiture, il faut d'abord qu'elle soit, faut passer la prendre là où elle est. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, l'idée, c'est un peu la même chose, bon, sans la grand-mère, bien sûr. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le budo. Bon, j'imagine ça beaucoup avec le GPS, le principe du GPS, et je pense qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois, ou je ne sais pas, ou bon, ça m'arrive souvent. C'est le budo, c'est quand on veut faire quelque chose avec un élève, ben, faut d'abord savoir où est le point de départ de l'élève. Et le point de départ, c'est la balise GPS, si vous voulez, pour avant de trouver le chemin vers lequel on veut aller ensemble, il faut d'abord savoir où il est. Et ce point-là, tant qu'il n'est pas fixé, tant qu'on ne connaît pas notre élève, tant qu'on ne sait pas là où il en est de ses apprentissages, ben, ça ne sert à rien de fixer des chemins, de fixer des objectifs, etc. Parce qu'il n'y a aucune route qui pourra se mettre sur le GPS et s'afficher correctement, hein, puisqu'on ne sait pas d'où on part. Et je pense que la pratique, euh, en fin de compte, du budo, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se focaliser sur, mais même sur le plan personnel. Pour moi, pour tout pratiquant, c'est d'abord où j'en suis. Voilà. Et une fois que je sais à peu près d'où je pars, je peux essayer de commencer à prévoir un chemin, ou en tout cas essayer d'imaginer un cheminement qui va m'emmener quelque part. Et peut-être qu'il va y avoir des changements à cause des embouteillages ou à cause d'autres choses, de route, hein, mais du coup, je vais les emmener, je vais parcourir un chemin. Et cette notion de dos, de chemin, est vraiment assez représentative du parcours qui va nous transformer, en fin de compte, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire grandir, quelque part, si on peut parler de grandir, ou vieillir, pour ceux qui préfèrent, mais voilà, c'est la même chose. Mais c'est ça, et ça, enfin, c'est une réponse un petit peu qu'on a quand on pose la question aux pratiquants qui ont 20, 30, 40 années d'expérience dans les arts martiaux. Ils disent souvent, j'avais une raison de venir et c'est absolument pas la raison pour laquelle je suis resté. Et on a tous sur ce chemin rencontré des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et au bout d'un moment, on s'est tous rendu compte qu'on a fait et qu'on a accepté des choses qu'on n'aurait certainement pas voulu au départ. Et c'est là où ce chemin, cette voie, et comme tu le dis, si au départ on propose certaines choses aux pratiquants, euh, ce sera certainement pas accepté, que ce soit par le corps, la pratique ou en l'état. Et l'élève n'est pas prêt, ou voilà, et cette progression est très, 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 très importante à mon sens. Et du coup, alors, pour en revenir à tes cours et à ton enseignement, comment tu individualises voilà, cette question face aux élèves, face à l'enseignement? Alors, bon, il y a toujours un peu le cours magistral où on fait tous à peu près les mêmes gestes. Et puis arrive la partie d'un seul coup où on essaie de comprendre pourquoi on fait le geste. Mhm. Et il y a toujours une phase de question, c'est-à-dire, mais pourquoi on fait ça ou, et si on fait ça? Alors, on a beaucoup d'imagination en tant qu'être humain et je trouve que c'est une richesse extraordinaire. Et dans tout pratiquant, que ce soit celui du débutant à celui du plus avancé, il y a toujours la question et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ou si je le fais différemment, pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on ne le fait pas autrement? Donc,
il y a plusieurs réponses possibles. Hein. C'est moi le professeur, tu fais comme j'ai dit, et puis il n'y a pas d'autre solution. Donc, je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup à construire son futur et à avoir une meilleure compréhension des choses. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas moi. Donc, ça va encore moins l'aider, puisque faire comme moi, ce n'est pas forcément ce qu'il peut faire lui. Et donc, je pense que si on commence à enseigner comme ça, et je ne donne pas d'idée sur cette méthodologie d'enseignement, je pense qu'on tape à côté pour l'élève complètement et on tape à côté aussi pour la transmission. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris que le budo, c'est un chemin personnel et que ce chemin-là, ben, ça va être personnel pour chaque personne qui pratique aussi. Donc, ça ne va pas être exactement le même que le mien. Et je leur souhaite parce que c'est toujours facile à gérer. Ce qui est important, c'est de comprendre l'un des points clés, en tout cas pour moi, c'est de se dire que ce chemin, moi je veux transmettre mon expérience, je veux essayer de dire, tu as ton expérience à faire, par contre tes questions méritent réponse. Et chaque question que tu poses te permet d'avancer. Voilà. Alors, ça, c'est un peu le système un peu occidental quand même, qui revient dans l'enseignement. Parce qu'on n'est pas dans cette soumission hiérarchisée qui existe dans certains pays d'Asie, hein, donc oui, on va saluer plus bas en fonction de la hiérarchie sociale. Bon, en France, je crois qu'on avait des petits drapeaux avec un petit bonnet phrygien. Bon, dans d'autres pays, c'était un peu différent. Donc, on ne peut pas fonctionner de la même manière. C'est pas possible. Pourtant, c'est pas, et c'est pas pour ça qu'on ne respecte pas la culture japonaise, loin de là. Hein. Mais on ne peut pas fonctionner par imitation pure. Parce que du coup, on se prive de tout un pan de connaissances et un pan de compréhension de ce qui se passe de l'école. Et pareil pour l'enseignement. L'enseignement, je crois il y a aussi cette notion de dire, quand on comprend les choses, on gagne du temps sur notre pratique. Parce qu'au lieu de perdre mon temps à essayer de comprendre comment je peux faire, bah, à un moment donné, si je dis, écoute, on va se poser la question, on essaye, et d'après toi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et qu'on commence à avoir des explications, tout doucement, qui vont venir au fur et à mesure, mais qui vont s'améliorer. Je parle souvent de biomécanique. Hein. Des fois, on cherche des solutions magiques, alors que la biomécanique est une réponse très, très basique dans les arts martiaux et qui peut expliquer plein de choses très simples. Ça, je suis assez d'accord. Voilà. Et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que par cette notion-là, on peut vraiment arriver à comprendre certaines choses. Je ne dis pas que ça peut être tout expliqué, mais au fur et à mesure qu'on affine, on se rend compte qu'on peut expliquer quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et quand on commence à donner un peu ces leviers de compréhension dans l'enseignement, ça permet aussi aux élèves de corriger les choses parce qu'ils ont tout doucement l'analyse eux-mêmes de ce qu'ils peuvent corriger pour eux-mêmes. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à transmettre. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre, que ce soit au sabre ou au bâton. Et je pense que ça permet de gagner du temps aussi dans la transmission. On n'a malheureusement pas la possibilité de s'entraîner nuit et jour depuis l'âge de 6 ans dehors, voilà, jusqu'à tous les jours, et puis faire du cheval et du tir à l'arc. Malheureusement, pour nous, peut-être bien heureusement, je ne sais pas. On n'est pas dans la même époque. Et donc, du coup, il faut quand même un petit peu avancer sur cette façon de travailler et de s'améliorer, d'avoir aussi cette compréhension de la pratique des arts martiaux. Ça demande à la fois beaucoup d'entraînement, mais en même temps, je pense que tout le monde ne peut plus s'entraîner 20 heures par jour ou 18 heures par jour. En Oh, général, quand on arrive déjà à 20 heures par semaine, tout le monde est content. c'est ça, c'est ça. Et en ce moment, si on pouvait déjà s'entraîner. Quelques heures Mais, dans la semaine, ce serait pas mal. voilà. Non, bon. Et alors, sur le côté biomécanique, bah, aussi à titre professionnel, enfin, c'est mon côté professionnel un peu sur l'analyse du mouvement qui apprécie ça énormément. Et surtout, alors je reviens sur un sujet que tu as développé au départ, c'est la transversalité des différentes parties de l'école. Et comprendre, on va dire, un mouvement de façon biomécanique dans une partie permet souvent à l'élève de trouver les réponses dans la seconde en se référant à ce qu'il a appris. Et c'est là où tu disais, ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire que moi, je pratique la pratique à main nue, le sabre et le jo, dans le courant d'aïkido que j'ai. Et c'est vrai que quand on commence à comprendre un petit peu ce lien entre tout, on a une facilité. Au début, l'apprentissage est plus lent et il arrive à un moment donné où ça devient exponentiel. La vitesse d'apprentissage devient exponentielle
parce que finalement, on ne fait plus que la même chose. Et ça, c'est intéressant d'avoir ces outils pour que l'élève se dise, oui, mais là, si je fais comme ça, finalement, soit je suis à côté du chemin, soit bah, je suis plutôt dans le chemin, et il finit par lui-même trouver ses réponses, ses sensations dans sa pratique. Et là, avec en plus 4 ou 5 disciplines différentes, c'est pas mal s'il y a des raccourcis et s'il y a des choses communes pour pas avoir à passer 20 ou 30 ans par discipline pour les apprendre. On peut le faire, mais comme on le fait simultanément, du coup, ça passe un peu inaperçu. Et donc, ça veut dire que l'idée fondamentale, bon, notamment dans notre école, c'est quand même vraiment se focaliser sur des principes fondamentaux, quelle que soit la discipline. Et les principes, on les retrouve à la fois dans l'aspect a priori technique. J'aime pas trop ce terme parce que derrière la technique, souvent, on met juste des gestes et on pense à une technique en particulier. Et pour moi, il n'y a pas une technique, c'est-à-dire il y a un principe. Et pour apprendre ce principe, on a des techniques qui nous ouvrent le champ de connaissance de ce Mhm. principe-là. Et après, une fois qu'on a compris qu'on pouvait appliquer ce principe-là, ben, ça nous ouvre des milliers de techniques. C'est-à-dire que la technique ne fait que s'adapter à celui qui est en face de nous. Ce n'est pas nous qui décidons. Alors j'explique souvent aux élèves que ce n'est pas nous qui décidons de la technique en combat, mais c'est celui qui est en face de nous. C'est ça. Mais Voilà, le combat n'est pas la première étape d'apprentissage. exactement. Et donc moi, je ne fais que m'adapter à ce qui se passe en face. Donc quand on parle d'harmonisation de la pratique, ben, l'harmonisation, c'est travailler avec celui qui est en face de moi, m'adapter à ce qu'il fait, à ses réactions, et rester un peu collé à lui quand même dans l'histoire, pour d'un seul coup changer le rythme. Et quand je change le rythme, c'est moi qui détermine, donc, qui décide de ce que je veux faire avec cette personne-là. Et donc, et pour ça, il faut arriver pour pouvoir changer le rythme, il faut d'abord prendre le rythme de l'autre. Mhm. Ouais, Tout à et fait. pour casser le rythme, il faut d'abord avoir cette notion-là, et c'est ça qui est compliqué à travailler, puisque ça demande toute une vie, peut-être Ça. au-delà, mais au-delà, je n'ai pas encore d'expérience. Personne n'est venu me raconter l'histoire. Et Mais on va attendre avant d'avoir cette expérience-là. on n'est pas pressé. C'est ça. Euh, Par contre, cette notion de rythme et d'adaptation est vraiment importante, et de principes fondamentaux aussi. C'est-à-dire que l'école est vraiment basée sur la... Et je pense que ça, c'est le savoir qu'a apporté Siegfried Kobilza. Il faut savoir que c'est un musicien au départ. Donc, quand on parle de rythme, Ah, voilà, c'est. il y a Michel qui est aussi un musicien là, que je vois dans l'angle là-bas. Et quand on joue à plusieurs, à un moment donné, si je joue tout seul et que je suis en décalage avec les autres, je ne peux plus rien faire. D'accord, on n'entend plus rien et il ne se passe plus rien. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Puis il y en a un autre aussi. Donc cette notion de rythme, c'est important dans la pratique martiale, puisque c'est ça qui nous permet de gérer. Quand on parle de combat, le combat, c'est que ça. Tout à fait. C'est des rythmes et des changements de rythme, et on essaie de prendre le rythme de l'autre de cours, ou de modifier, d'imposer notre rythme à l'autre. Voilà. Et du coup, je rebondis un petit peu sur la notion de combat. Alors, bon, la transition est peut-être maladroite, mais je te laisserai rectifier. Il y a une discipline, c'est le Sobu Kendo dans l'école Takeda. Alors, si j'ai bien compris, c'est un affrontement où, on va dire un peu alors pas un combat, mais avec des sabres, mais adaptés à la confrontation, avec possibilité de projeter, d'immobiliser ou. Oui. En fin de compte, l'art du sabre en Takeda est assez complexe, puisqu'il y a plusieurs disciplines qui travaillent sur l'art du sabre. Donc vraiment la pratique au sabre. Il y a l'iaido, tout simplement, donc, que tout le monde connaît habituellement, qui est pratiqué avec un sabre euh, donc, et un fourreau, apprendre à dégainer et trancher. Alors, dans la pratique du Aido en Takeda, il y a aussi la stratégie de combat qui se fait à distance. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de travailler des stratégies à la fois d'esquive, de retournement de technique, et de comprendre ce qui se passe en face. Donc, on appelle Shiai, un bateau giri Shiai. Il y a aussi tout un travail de coupe, c'est-à-dire vraiment d'avoir le principe de réalité sur comment on manipule un sabre, et la différence par rapport à certains enseignements, je vais dire, euh, c'est que l'idée du bateau guéri, c'est d'arriver à pouvoir dégainer, trancher, rengainer dans toutes les conditions possibles.
C'est-à-dire que ça peut être en statique, en marchant, en courant, en tombant, voilà, etc. Donc, c'est vraiment toutes les possibilités, hein. Donc, mais en fin de compte, c'est arriver à se libérer de l'utilisation du sabre et pouvoir l'utiliser de façon euh, objective en disant bah, un sabre, ça sert à trancher, Mhm. par définition. Mais quand je tranche, je ne suis pas forcément dans la meilleure position possible au départ. Donc, c'est à moi de trouver le moment où je peux vraiment l'utiliser et d'avoir cette variété, cette variabilité de position et d'utilisation. Donc, m'ouvrir vraiment un champ euh, des possibles dans l'utilisation du sabre. Ce qui se faisait à l'époque ancienne, puisqu'on disait non, non, là, je ne peux pas, excusez-moi, je ne suis pas dans la position idéale pour vous trancher ou pour me défendre. Donc, voilà, hein, on retrouve un peu ces jus de scie anciens. Donc, cette idée de technique ancienne. Et la deuxième chose qui est importante, après, c'est travailler un peu en kenjutsu, donc avec beaucoup plus de contact. Donc ça, c'est souvent avec le sabre en bois, vraiment pour travailler la sensation et vraiment avec une distance très, très réaliste du contact avec l'autre, et notamment la notion d'impact, de déviation ou d'esquive qui viennent, qu'on appelle kawashi, kaishi ou kekaishi, etc. Donc vraiment rentrer dans ce genre de démarche. Et la troisième approche, c'est ce qu'on appelle Sobukendo, hein. Mhm. Sobukendo, c'est avec des Fukuro Shinai, donc c'est vraiment des shinai, des lamelles de bambou qui sont fendues, un peu comme les shinai de kendo modernes, et qui sont protégées par un Fukuro, c'est une chaussette hein, qu'on met par-dessus, et qui est censé permettre de donner des impacts sur la personne avec beaucoup moins de violence, et donc il y a une absorption qui peut être plus ou moins agréable pour celui qui le reçoit. Voilà, donc ça permet quand même de le faire avec un certain niveau de protection. Voilà. Et le Sobukendo, c'est l'idée que la pratique du sabre se faisait euh, comme dans l'art à main nue. En fin de compte, l'un des principes fondamentaux de notre école, c'est prendre le contrôle de l'autre, d'accord, le déséquilibrer, que ce soit de façon mentale ou physique, d'accord, et retourner la situation. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, ben, si on peut à la fois bloquer son arme, remettre la personne un petit peu en instabilité, éventuellement physique et mentale, ben, ça nous permet de rentrer des techniques, et ces techniques peuvent aller de la projection aussi, avec le sabre directement. Et on retrouve ça dans les vieilles formes de kendo. Quand on regarde Mhm. des vieilles vidéos, quand on cherche un petit peu des vieilles vidéos de pratique de kendo datant d'il y a à peu près un siècle, hein. On retrouve cette pratique-là en armure, d'ailleurs, c'est assez intéressant, où tout le monde court dans tous les sens, essaie de se retourner, de faire tomber l'autre, voilà. Donc, de désarmer éventuellement le sabre de l'autre. Donc, avec cette idée, et c'est vraiment quelque chose qui est resté propre à l'école, en tout cas dans notre école, on pratique sous cette forme-là. Et on a enlevé un peu les protections, c'est-à-dire qu'on a confiance dans le shinai. Et voilà. Donc, c'est le shinai qui est protégé et pas nous. Mais bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais l'avantage, là, c'est on va dire, une question qui permet d'arriver. C'est le côté impact aussi. Quand on parle de l'aïkido aujourd'hui, Mhm. Alors, je mets des nuances parce que mais un des soucis ou une des visions de l'aïkido qu'on a, c'est que ça a perdu un petit peu de ce côté art martial ou en tout cas, alors, efficacité, peu importe, on va, avec toutes les nuances qu'on peut y mettre dessus, à cause de ce manque d'impact, de ce manque d'opposition, à cause de ce manque un petit peu de réalisme. Et quand on discutait, tu me parlais aussi de passer du yaito au sabre coupant, qui, pour le même exercice, modifiait totalement l'état de conscience. Et c'est la même chose que faire un kata de sabre où on sait que les distances vont être respectées, où jamais, au pire, j'aurai un petit coup sur les doigts, au pire, à une distance où on sait qu'on peut prendre le coup voilà, sur la tête, sur les clavicules, c'est des choses qui changent complètement l'état d'esprit de la pratique. C'est vrai que c'est très important. Je pense que c'est un peu la difficulté dans, dans tous les arts de pratique que l'on a, martial, où
euh, quelquefois, on perd un peu cette notion de contact réel avec la réalité. Et souvent, on parle de réalité du combat et on associe ça à des conflits de rue, etc. Mais ce n'est pas forcément la recherche. Comme je dis toujours, quand j'ai expliqué à certains élèves en disant bloquer un coup, c'est bien, l'esquive, c'est mieux, et bloquer et esquiver, c'est pas mal. Et il y a des situations où il vaut mieux esquiver tout court. Oui. C'est-à-dire, on peut bloquer un bras, un sabre avec les mains, c'est beaucoup plus compliqué. On peut le bloquer si on a ce qu'il faut en face. Et puis, par contre, quand c'est une balle, ben, il n'y a que l'esquive qui fonctionne. D'accord? Voilà. Sauf si vous avez une voiture blindée en face, mais en général, on n'est pas équipé comme ça. Et le fondamental est le même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on travaille sur le sabre, notamment, c'est un très bon exemple, mais pas que sur le sabre en aikido, aussi quand ben, il y a un karatéka qui est un petit peu efficace et qui donne des coups de pied, on ne perçoit pas la même chose de la même manière quand il attaque. Ouais, parce que d'un seul coup, on se rend compte que l'esquive est très importante et Et que, que, et que ça oui, vient pas de là où on s'y attendait. et que ça ne vient pas forcément de là où on s'y attend et de la vitesse à laquelle on s'attend aussi. C'est Donc, je ça. crois que c'est important. Au sabre, c'est la même chose. On peut travailler des années avec un sabre en bois. Le jour où on passe au yaito, déjà, ça change tous les repères. Et puis, le jour où on passe du yaito avec un shinken, ça rechange tous les repères. Et quand on commence à couper une cible, ça rechange encore les repères en statique. Et on n'a pas du tout le même état d'esprit quand on travaille avec un sabre tranchant que quand on travaille avec un sabre d'entraînement qui est euh, avec une lame qui nous protège. C'est-à-dire que la lame, elle est pas blessante ou très peu. Et donc, le risque est quand même minimisé. Et donc, c'est vrai que la notion de risque est importante parce que l'attitude mentale que l'on a n'est plus la même. Voilà. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'après, il faut faire attention à avoir. Quelquefois, on fait des coups, puis d'un seul coup, on a un excès de confiance, puis on se dit c'est bon. Et dans ce cas-là, ben, c'est quand les doigts tombent ou quand le bras tombe, ça devient un peu plus compliqué. Et inversement, ben, l'appréhension peut nous fait faire des fautes qu'on ne faisait pas forcément lorsqu'on pratiquait avec un yaito, par exemple, où il n'y avait pas de risque de blessure. Et là, c'est intéressant, on touche à quelque chose qui est encore du shuhari, c'est-à-dire, shuhari, c'est vraiment cette notion de ben, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt au niveau technique, je ne suis pas encore prêt pour faire ça. Et quand on commence à sauter les étapes, c'est là qu'intervient la blessure. Tout à fait. Ça, Voilà. c'est... Ah oui. Voilà. Et la blessure physique et la Et blessure à la... mental, C'est moral. ça. C'est celle qu'on voit pas, mais avec laquelle on rentre à la maison et qui, qui nous fait ressasser notre implication dans la Ouais. discipline. Et donc, c'est vraiment un jeu de patience. Et je pense qu'il faut vraiment ben, travailler sur la patience du mouvement, travailler sur la répétition du geste, sur la compréhension et sur affiner son geste en permanence. Et c'est ce que nous apprend les arts martiaux traditionnels, on va dire. Et c'est cette notion-là de construire les choses dans la durée. Donc, ça va un peu à l'inverse des fast-foods, hein, mais voilà. C'est aussi une autre conception de la nourriture. Alors, une dernière question avant de laisser la parole, on va dire, aux autres personnes. Donc, d'un point de vue professionnel ou d'une vision du budoka, j'aurais aimé te poser, alors là c'est personnel, l'importance du corps dans la pratique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de préparer, de progression, encore là à l'instant, d'être prêt pour. euh, voilà, donc dans ton métier, tu es psychomotricien. Quelle est l'importance de cette préparation pour alors, soutenir la discipline ou pour encadrer la pratique voilà, c'est pour toi. Comment tu vois ça? Je pense que alors, ça, c'est intéressant parce que ça se fait penser à plein de choses en même temps, qui est à la fois le corps. On reprend un peu l'histoire du GPS. En fin de Mhm. compte, quand on arrive, on a chacun un corps différent. Quelquefois, on nous apprend, et je vois souvent des gens qui vont regarder au millimètre près la technique en disant le pied doit être comme ci, comme ça, les mains sont à telle hauteur, etc. Sauf que quand on travaille, quand on est du sud de la France et qu'on travaille avec un Hollandais qui est du nord de la Hollande, euh, quelquefois on a la tête qui arrive à son nombril et du coup on ne peut pas avoir la même perception des distances, des positions, et donc on ne peut pas travailler de la même manière. Donc ça veut dire qu'il faut penser autrement et du coup, il faut travailler avec son propre corps, mais aussi avec le corps de l'autre. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc,
souvent, il faut sortir de la chorégraphie. Et là, le principe est essentiel. C'est-à-dire que comprendre que la gestion de mon corps, c'est avec lui que je travaille. Et c'est aussi par rapport à le corps que j'ai en face. Donc, ça veut dire qu'il y a une adaptation permanente de la situation. Et donc, il y a une correction. Et ça fonctionne bien quand on fonctionne par principe. Ça fonctionne très mal quand on fonctionne en chorégraphie du mouvement. C'est ça. Là, ça ne fonctionne pas du tout, pour être très honnête. Voilà, ça simplifie les procédures. On ne va pas perdre de temps. Les trois quarts du temps, ça ne fonctionne plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec une personne qui souffre d'un handicap, etc., il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent bon, moi, les arts martiaux, ce n'est pas pour moi parce qu'il faut les deux mains. Voilà. Et je leur dis non. Si on applique le principe, tu peux travailler avec une main, tu peux travailler avec une jambe qui fonctionne mal, etc., parce que tu peux toujours développer quelque chose qui est un dos, donc un budo, et qui peut en plus montrer une certaine efficacité dans le sens de la pratique martiale. Et ça, je crois que c'est important de comprendre qu'on travaille avec son propre corps. Et ce corps-là, la première phase, c'est d'en prendre connaissance. Donc déjà, de le découvrir. En général, quand on débute, on découvre il y a certains mouvements qu'on ne connaissait pas avec son corps. Il y a certains muscles qui se réveillent aussi, des amplitudes articulaires qu'on découvre ou des limites d'amplitude articulaire qu'on découvre en disant tiens, je ne peux pas lever la jambe aussi haut que mon voisin. Voilà. Et du coup, il faut travailler avec soi. Ça ne sert à rien de vouloir taper un coup de pied au niveau Jodan, au niveau de la tête, si je ne peux pas développer plus haut que son nombril. donc ça n'a pas trop de sens. Et dans ce cas-là, il faut juste travailler avec soi. Après, on peut améliorer. C'est-à-dire qu'on peut améliorer. Une fois qu'on connaît ce corps, on peut l'améliorer, on peut travailler. Et là, il y a tout un travail de préparation. C'est un peu comme la lame du sabre. Il faut la forger au fur et à mesure. Tout à fait. Et le corps se forge au fur et à mesure de notre pratique. Et c'est aussi cette notion de temporalité qui est importante. D'accord? Donc, et puis quand on arrive à un certain âge, on va voir qu'on l'a forgé, mais pas forcément dans l'extrême souplesse. Peut-être, hein, peut-être pas, on n'est pas tous égaux devant les amplitudes articulaires. Hein. Donc, par contre, la personne qui connaît bien son corps, ça va lui poser aucun problème. Il va s'adapter aux situations, il va gérer avec ses propres moyens, ses propres capacités qu'il aura développées. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut amener quand on parlait tout à l'heure de prendre en considération l'élève ou la personne, le pratiquant, c'est vraiment regarder comment il est, l'amener à améliorer ses capacités et lui apprendre à gérer au fur et à mesure ce qu'il peut faire avec, donc avec la connaissance de soi. En fin de compte, on parle de budo, c'est connaissance de soi. Là, on est vraiment dans la connaissance de soi. C'est ça. Et voilà, pour conclure un petit peu ce premier volet, moi, dans un article pareil que je suis en train d'écrire, je disais le Koryu a une volonté de préserver Ouais. l'école, alors que le Budo a une volonté de développer la personne. Et voilà, pour rejoindre un peu la dernière idée que tu disais, par rapport à amener les élèves et les personnes à, se connaître et à développer ensuite leurs capacités. Alors, leurs forces, leurs faiblesses, peu importe le nom qu'on leur donne, mais voilà, de les amener à parcourir ce chemin plus en avant. Donc, merci beaucoup. Là, je vais juste couper l'enregistrement. Très bien.